Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Les Potins de Trail, présentée par Ludo Collet en association avec Vertical Sea, acteur majeur de la transformation durable du cadre de vie et de l'école de trail qui a pour slogan le trail pour tous et partout. Et comme les épisodes évoluent, nous sommes maintenant diffusés par Radio Mont-Blanc. Bonne écoute. 20 ans. Oui, 20 ans que je sillonne la planète trail francophone. Des rencontres, des fous rires, des galères, des départs en pagaille, des heures sur le terrain, des remises de prix à ne plus en finir, des finishers hors délai, des émotions, des larmes et beaucoup de joie. Des in et surtout des off, des anecdotes, des commérages, des élites, des femmes d'élite, des collègues, des anonymes, les bénévoles, les organisateurs, les chronométreurs, les gars du son, les DJ, les photographes, les journalistes. Bienvenue dans Potins de Trail. J'avais hâte de vous le présenter, hâte de vivre ce moment Potins de Trail avec lui. Je savais qu'on allait frissonner, qu'on allait vivre des moments incroyables, comme il nous les a fait vivre sur différentes courses, à la Transmartinique, sur le Tour des Géants, à l'UTMB ou à la TDS, et tant d'autres courses, la GTJ 200. Ça va vous aiguiller. J'ai l'honneur d'accueillir Patrick Bohard. Je sais pas comment commencer, je sais pas comment t'appeler. Je sais pas si je t'appelle Itinéraire bis, est-ce que je t'appelle Kirtap, est-ce que je t'appelle Patrick, est-ce que je dis mon ami, mais voilà, c'est tout ça à la fois. Je suis très très heureux pour Potins de Trail de me retrouver dans ton bureau, ici à l'auberge, un lieu de vie où on pas assez à mon goût, mais où on se retrouve, où on sait qu'on est bien accueilli. En tout cas, merci mon Kirtap d'accepter d'être sur Potins de Trail. Ah bah, je suis tellement content. Dans le petit salon blanc, là, ouais, on est bien, là. Ouais, c'est vrai que on est vraiment bien. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que il y a tellement de surnoms à t'attribuer, Kirtap, parce que tu construis, tu rénoves, tu peux pas t'arrêter de faire des choses, ça c'est sûr. Voilà, Itinéraire bis, ça c'est le hashtag que je t'ai donné il y a quelques années. Il y a une histoire avec ça. On peut pas l'éviter. Enfin, je sais pas si tu voulais en parler un peu, mais ça c'est vrai que... On en parlera après, après ton actualité. Mais c'est vrai, voilà. Et puis il y a ton nom, ton prénom. Ton vrai prénom, c'est Patrick Bohard, dit le rocker. Ah oui, je pourrais rajouter aussi. Je m'attendais pas à ça. Je pourrais rajouter aussi l'imposteur, parce que c'est toujours ce que tu me dis, c'est quelque chose qui m'a marqué et choqué, parce que les premières fois où on s'est côtoyé, tu m'as dit, mais tu sais Ludo, dans ce monde-là, moi je suis un imposteur, je viens du monde de la musique, je suis un rocker, je fumais des clubs, je buvais des Sky, j'ai été, mais un artiste, mais tu t'appelles quand même aussi Patrick Bohard, et quand on parle dans la région des Bohards, c'est quelque chose. C'est déjà le monde du ski de fond, c'est le monde du sport. Après oui, on est une famille. C'est vrai que dans le Jura, les Bohards, Alain Bohard, Jean-Pierre Bohard, qui a fait les Jeux Olympiques avec Sylvain, qui a fait les Jeux Olympiques 92 avec Sylvain. D'ailleurs, dans ce salon-là, je me souviens en 92, j'étais devant la télé et Sylvain il a fait une médaille aux Jeux. Sylvain, derrière Fabrice Guillaume. Et là, moi, je me rappelle, j'étais debout sur la table là, pendant toute l'épreuve. C'était absolument génial, quoi. Ouais. Fabuleux, quoi. Et puis Alain, qui est un coureur aussi, qui a été longtemps très, très performant sur des distances un peu moyennes, tu vois, qui continue à faire plein de choses, mais 100 mètres de dossard. Et puis des frangines, je crois qui. Ouais. Et puis Elisabeth, qui a tourné fort aussi en trail. Bon là, ça va un petit peu moins bien. Elle fait autre chose. Elle a tourné très fort aussi en ski de fond. C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre. Tu vas me parler là dans quelques instants de ton actualité, mais pourquoi imposteur ? Après, moi je dis ça parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été... on était, c'est vrai, une famille de sportifs, mais c'est aussi parce qu'en fait il y avait que ça à foutre dans le Jura, quoi. Non mais il faut quand même reconnaître qu'on était, tu vois, on était dans un petit village du Jura. En fait, ma mère, quand elle en avait marre de nous entendre brailler dans la maison, elle nous disait tout le temps, foutez-moi le camp dehors. Ça voulait dire, faites ce que vous voulez, quoi.
Donc en fait, on était 7 enfants et en fait, dès qu'elle nous disait ça, d'accord, on s'en va et puis on va voir ce qu'on va aller trouver dehors. Et en fait, nous, le sport, c'était ça, quoi. C'était sortir dehors et puis faire n'importe quoi. Grimper aux arbres, aller grimper. On faisait du sport, mais sans s'en rendre compte, en fait, mais toute la journée. Ouais. On allait à l'école en ski à pied, il fallait le soir aller au lait, au chalet. On appelait ça le chalet, avec la petite bonbonne. On allait chercher le lait, et chacun son tour. Tous les soirs, on faisait un peu. Moi, ça faisait un par semaine. Eh ben, ouais. Vous êtes 7. Ben oui, c'est ça. Et chacun, on avait tout notre petit rôle tout le temps. Et à chaque fois, il fallait faire des kilomètres pour faire des choses, quoi. Aller chez le grand-père aux ruines, qui était paysan à ce moment-là, il fallait faire 3 bornes, donc ça faisait 6 allers-retours. Et toi, c'était un peu. Donc forcément, le sport, toi, c'était un peu... Et puis après, dans le village, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la chorale, ou bien la musique. Donc tu faisais de la trompette, tu pouvais faire... et surtout pas de la guitare ou autre chose, hein, c'était pas du tout le truc. Donc c'était trompette, c'était très classique, c'était solfège. Et puis le sport, c'était le club de ski, de fond. Donc voilà, c'était là où tu pouvais être un peu cadré par des personnes qui avaient du savoir. Mais sinon, c'était open. Tu vois, donc, on était livrés à nous-mêmes, en fait. Voilà, et du coup, comment tu passes du ski de fond à rocker ? Ah oui, alors après, la musique, en fait, c'est arrivé quand mon grand frère, Pascal Board, s'est blessé gravement en saut à ski. Il était en équipe de France de saut, et puis un jour, il a sauté au TUF, Rousse, et il s'est fait une fracture ouverte de la cheville, vraiment le gros pet. Et en fait, il n'a jamais pu revenir à son niveau. Et quand il a fait ça, il a essayé de se remettre de cet accident, il fallait tuer le temps, et il a acheté une guitare. Et on s'est mis à jouer de la musique comme ça au début, quoi. Donc lui, il avait une guitare, moi j'en voulais une aussi, on s'est mis à avoir chacune une guitare, et après on a fait des petits concerts les deux. On écrivait des paroles, et ça marchait, mais c'était fantastique, quoi. On avait juste un minuscule répertoire de 5 ou 6 chansons, et en fait, on organisait des petits concerts dans les villages, des machins. Et après, comme on était déjà des grands voyageurs, on allait n'importe où, un peu avec une 4L fourgonnette où on dormait dedans, on avait les 2 guitares dessus. Et on a même fait la Manche à Paris, enfin des trucs pour se faire un peu d'argent. Enfin, on a fait des choses assez incroyables. Et en fait, on jouait de la musique qui passait super bien, quoi, tu vois. Ouais. Et t'as fait des premières parties de chanteurs célèbres. Ouais, alors après, c'était carrément... Moi, après, j'ai basculé sur quelque chose de plus construit. Donc après, j'ai monté un groupe. Donc on a écrit des morceaux. On s'est fait. Donc on avait quelqu'un qui s'occupait de nous. Donc on tournait vraiment. On faisait vraiment des vrais concerts. Un tourneur, quoi. Ouais. On faisait des vrais concerts, des vraies tournées, tout ça. Et du coup, c'était très organisé. Et puis, on a fait des belles premières parties. Noir Désir, par exemple, ou des grosses salles. Ouais, c'était super. Pendant 2-3 ans, on faisait que ça, en fait. On était pros, on était des pauvres, mais on était pros. des pauvres rockers. Ah, et on me dit dans l'oreillette que c'est comme ça que tu as rencontré Jean, c'est comme ça que tu as rencontré Virginie. Parce que Jean, en fait, elle était dans ce milieu-là aussi, de rock, où elle faisait, en fait, elle faisait partie d'une organisation à Besançon, et en fait, elle faisait souvent l'accueil des artistes, toi. Ouais. Donc elle était à fond, quoi. Et en fait, nous, cette période-là, on était déjà costaud à préparation des caterings, comme on dit, c'est ça. Elle balèze. Gérait tout, vos hôtels, les trajets, la nourriture. Exactement. Ouais. Donc on était à fond là-dedans aussi, hein, vraiment dans la musique. On faisait tous les concerts possibles et imaginables. Mais c'était très rock, en fait. Hein. On était très rock les deux. Hein. Ouais. Très rock. Ouais. Et puis après, faut lire le livre, hein, faut lire ton bouquin, mais on découvre que tu te mets au trail par hasard parce que tu aimes ça, et puis tu deviens l'un des meilleurs trailers au monde. Et l'actualité, à l'aube de tes 60 ans, c'est quoi ? L'actualité, c'est le Grand Raid de la Réunion, obligatoire, quoi. Ouais. J'ai 60 ans stadié, donc le 15 octobre, tu vois que... 2 jours avant le départ. Ouais, enfin, ça tu connais, parce que il y a 2 ans, d'ailleurs, tu m'as offert un magnifique cadeau, et une veste que j'ai presque peur de porter, tellement j'ai pas envie de l'abîmer. Ouais, j'ai envie de la porter loin, cette veste. Ouais. Enfin, bref. Et donc, 60 ans, le Grand Raid. Après, puis il va y avoir tous les copains, quoi.
Là, il va y avoir Eric Lavry, il va y avoir Cédric Chavet qui est un grand copain. Il y a Antoine Guillon qui va être là, forcément. Antoine, il est là à chaque édition. Ouais. Eric qui viendra de Martinique pour supporter. Voilà, et puis il y aura Virginie, et puis il y aura surtout Manon. Oui, et Manon qui va qui fera son premier grand raid. Voilà, donc elle le prend comme une expérience, mais après on verra comment ça se passe, mais je pense qu'elle peut vraiment, elle peut vraiment s'éclater sur cette course, quoi. Je pense que ça va lui correspondre. Et du coup, déjà une prépa du grand raid avec le mythique UTMB, avec Manon. Ouais, bah ça c'était. Alors moi j'ai bataillé ferme pour pouvoir me qualifier parce que en fait j'ai fait des conneries. Oui et non parce que déjà le Val d'Aran, j'ai pris le départ du Val d'Aran pour pouvoir me qualifier directement parce que c'est un major. Tu sais, donc les premiers de chaque catégorie peuvent se qualifier. Malheureusement, le Val d'Aran, il y a eu un orage au milieu et donc la course a été arrêtée. Donc ça, un orage où tu as eu une peur bleue, comme mon fils d'ailleurs. Hein, vous étiez pas très loin de l'autre, l'un de l'autre, entre Aurélien Collet et puis toi. Il m'a raconté Aurélien, il m'a raconté son expérience aussi. C'était. Mais en fait, franchement, c'était une expérience vraiment assez terrible, quoi. Franchement, je pensais qu'il y avait des morts sur cette course-là. Heureusement, il ne s'est rien passé de fâcheux. Mais... Bref, donc j'ai pas pu me qualifier sur cette course-là. Après, je vais à Nice, je me blesse. Donc je tombe sur la tête, je me blesse alors que tout allait bien. Et donc j'ai été me qualifier au Deutanen. Donc j'ai réussi à faire le premier de ma catégorie en courant vraiment pour pas avoir de problème, pas me perdre. Pas me perdre surtout, c'était et puis j'ai eu tes petits messages en aparté en me disant Kirtap, t'as pas intérêt de faire le con. Donc j'étais super concentré et puis je m'en sors pas si mal en fait. Et bon, c'était sympa parce qu'il y avait Ludo Pombret qui faisait la course aussi, donc c'était une belle expérience. Et là je me suis qualifié. Donc voilà, donc là billet pour l'UTMB. Ça va être incroyable. Ah ouais. On le voit là bien sûr sur tous les podiums, il y a les trophées Andy Parkins, ce qui est un artiste reconnu. Donc pour moi, tous ces trophées n'ont pas de valeur, dans le sens où quand c'est un artiste qui y met du cœur, c'est une valeur incroyable. Et là, on peut les voir. Tu as déjà brillé à l'UTMB, brillé à la TDS, et là, c'est le retour de Kirtap pour sa 60e année et avec sa fille. C'est juste incroyable. Ça va être chouette, ça va être impressionnant, je pense, le départ. Tu vois, j'ai une phrase qui dit, je vais un peu la modifier parce qu'on a parlé un petit peu, mais je dis, le sport mène à tout, qu'est-ce qui t'amène au sport? On a bien vu que toi, je voudrais dire, moi, plutôt, qu'est-ce qui a amené la famille à faire du sport? Est-ce que tu imaginais partager avec un de tes deux enfants, avec Manon, autant de plaisir sur l'ultra? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, le parcours mon parcours, moi, c'est vrai que, si tu veux, moi, je suis tombé dedans, en fait, parce que j'avais un frère qui était performant, et en fait, je me suis toujours intéressé à lui, sur on s'appelait, moi le sport ça m'intéresse, même le haut niveau, tout ça m'a toujours intéressé, mais en fait moi j'ai fait du ski à haut niveau quand même sans aller vraiment très haut. J'ai fait du ski de haut niveau et ça m'a pas plu des masses en fait. J'ai vite arrêté en fait. Et donc du coup après j'ai continué à faire du sport, mais sans mettre de dossard, mais pendant 20-25 ans. Toi, j'ai traversé des pays, moi je m'éclatais comme ça. Et un jour, mais vraiment, parce que mon frangin me tannait depuis 2 ans ou 3 ans en me disant « Tu verras, ça te plaira, l'ultra, ça va te correspondre ». Et il avait raison. En fait, quand j'ai pris un dossard sur un ultra, ça m'a tout de suite plu. J'ai bien aimé l'ambiance et tout ça. Et puis, c'est vrai que cette première course, il s'est passé plein de choses. Moi, je raconte dans mon livre. C'est un truc de fou. Parle-nous-en, donne-nous le titre. Le livre, il faut le lire. L'itinéraire 10, L'itinéraire 10, ouais. Et puis Manon, c'est incroyable parce que Manon, c'est quelqu'un qui est doué en sport. Ouais. C'est clair et net. Elle a fait du judo, elle est montée assez haut. Elle a fait du ski de fond, elle était douée aussi, mais elle a arrêté assez vite. Après, elle a privilégié ses études. Bref. Mais après, elle s'est remise à courir et tout ça. Et en fait, en quelques années, c'est sidérant ce qu'elle est. Parce qu'il y a 6-7 ans en arrière, ce que je dis souvent, Manon, elle courait bossue, quoi. Elle courait, elle avait pas de foulée, c'est pour moi incroyable qu'elle a.
Alors je sais pas comment, je sais pas, c'est une espèce de petit, mais je pense qu'elle est comme ça aussi maintenant. C'est la elle est tenace, génétique tout des ça. boards. Mais je Et pense puis qu'elle vous a... travaillez. Oui, et puis je Vous pense analysez. je pense que les premières années, en fait, vraiment, elle courait parce qu'elle adorait, parce que elle aussi, c'est pareil, elle adore aller dehors, quoi. C'est ce qui la tient aussi, quoi. Et rien que le fait de voir un massif avec des montagnes, et quand tu lui montes un profil, tout de suite, maintenant, ah ouais, on va le faire, ça va être trop beau. Quoi. C'est un peu ça aussi. Mais c'est en tant que père. Ah oui, c'est cette génial. transition, bah oui, puis d'être avec sa fille, puis je vois qu'elle s'éclate, d'avoir Virginie qui est au ravitaillement, le mari Alexandre aussi qui est là. Enfin, je veux dire, c'est fort, non? Non, mais c'est extraordinaire. Je suis le plus heureux des hommes, moi, c'est clair. Ouais. Puis papy avec Louis. Ouais, papy avec Louis, ouais. Ouais, ça aussi depuis 10 mois. Ouais. C'est Petite bon. Agathe qui a la pêche, ouais, c'est. Ah ouais, je vois la force que ça nous donne. Ah ouais, c'est avec phénoménal. mon Roméo qui est arrivé là. Wow, on aimerait les voir plus souvent et puis on les voit grandir, c'est génial, quoi. Ouais, c'est fort. Hein. Ouais. Si je te dis, alors il y en a beaucoup de choses. Tu choisis ce que tu as envie, mon Patrick, mon Kirtap, mon itinéraire bis, mon imposteur. Ton meilleur ou ton moins bon souvenir dans le sport? Oui. Quel que soit le sport, mais je sais que ces dernières années, c'est quand même le trail et l'ultra qui a pris beaucoup dans ta vie. Ben, après, c'est difficile à dire parce qu'en fait, moi, le Tour des Géants, c'est le meilleur souvenir que j'ai, mais c'est aussi le pire. Ben, je suis obligé d'expliquer parce qu'en fait, le Tour des Géants, moi, je l'ai préparé avec Pascal Balducci. Donc ça, c'est... Ouais. Pascal Balducci qui était l'un des plus grands entraîneurs français, qui a poussé le trail dans la recherche avec d'autres et qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, et qui nous manque forcément. Ouais, parce que bon, après, au-delà du fait que bon, Pascal, c'est une mine, enfin, c'est un mec, c'est Pascal. Ouais. Et donc du coup, j'ai eu la chance de préparer le Tour avec Pascal, et donc ce Tour, il s'est passé vraiment super bien pendant 300 km, où en fait, je volais, tout allait bien, quoi. Et après, il y a eu donc ce dernier arrêt, cette petite sieste à Saint-Rémy-des-Bosses, qui est à 30 km de l'arrivée, tu t'en souviens, hein, parce que tu étais là. Que trop bien. Et t'étais là depuis longtemps sur ce Tour, et tu m'as suivi. Et en fait, tout s'est effondré, en fait. À partir de là, en fait, moi, j'ai couru 300 km pour moi. Et c'était d'ailleurs le but, quoi. C'était le but, ouais. Et après, la course faisait 330. Voilà. Et j'ai couru 30 km pour les autres, pour vous. Ouais. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu sombres et que tu te dis que toi, tu vaux plus rien, mais que tu as tellement de gens qui te portent, qu'en fait, tu peux pas lâcher. Non. Donc, tu vas très très loin dans la douleur, dans la souffrance. Et j'ai vécu un moment, de souffrance terrible, quoi. Et je pensais pas qu'on puisse souffrir à ce point-là sur une course. Bon, après, voilà, je m'en suis remis, j'ai réussi à gagner cette course. Et puis après, moi, je suis incapable de la raconter, en fait. Parce que, tu vois, j'ai écrit ce bouquin, en fait, quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis dit, il faut que je raconte le Tour. Et en fait, c'est la seule course que j'ai pas réussi à raconter, quoi. J'ai raconté toutes les conneries que j'ai faites, partout sur la planète, de l'Argentine, tu vois, sur cette course, ça t'a meurtri, hein. Voilà. Et le Tour, je suis, pour l'instant, incapable de la raconter. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est le pire souvenir, mais c'est aussi le plus beau, parce que vous étiez tous là, quoi. Ouais. Pascal, pour nous, c'était... Il y avait mon copain Lionel Pricaz, qui était là. Un de nos bénévoles. Un de mes meilleurs copains. Ouais, aussi, sur le GTJ. Et puis après, il y a eu mes enfants, enfin bref. Donc, ouais. Et après, sportivement, alors ça, c'est une 4e place, mais c'est le plus beau, c'est la plus belle performance que j'ai faite, c'est au championnat d'Europe de skyrunning. Donc c'était au Val d'Avet. Ouais, c'était en quelle année, en ça? Italie, c'était en 2013. 13, ok. Donc en fait, c'est Kiki qui gagne, égalité avec Alzagra. Ouf, donc ouais. tu vois, c'était solide, du très très lourd. Et après, il y avait Nemeth Xaba en 3e position, et puis après moi. Et l'anecdote, en fait, c'est que moi, je me pète la clavicule dans la dernière descente,
alors que je reviens sur Nemeth, toi. Pour aller chercher la 3e place. Et en fait, ce qui me sauve sur cette course, ce qui me permet d'arriver à l'arrivée, en fait, c'est qu'il n'y a pas de médecin au dernier ravito. Parce qu'en fait, je me pète la clavicule et je vois bien que j'ai un vrai problème, quoi. Et donc, le ravito était juste là, à 300 mètres de la chute. J'arrive complètement déglingué, et puis je demande s'il y a un médecin sur le point. Ils me disent non, il y en a un à l'arrivée. Et tu vois, dans ma tête, ça m'a fait... Bon, s'il y en a un à l'arrivée, je vais à l'arrivée, quoi. Et je me dis, tant pis, t'as le truc pété, mais t'y vas quand même. Et j'ai dégringolé la descente. J'ai jamais été aussi vite de ma vie, alors que j'avais un truc pété, toi. Et j'arrive presque au niveau de Nemeth, toi. Et là, c'est ma plus belle course. Et alors, pour l'anecdote, en fait, c'est que Kiki, qui me connaissait un peu, en fait. Kylian Jornet, le grand, le dieu. Et là, il se passe un truc incroyable. Il est arrivé, et Virginie, tu sais comment elle est, Virginie, elle s'occupe de tout le monde. Elle va vers Kylian, parce que Kylian, il était assis, puis je sais pas, je pense il est tombé ou je sais pas quoi, et puis il était en train de s'essuyer avec une petite lingette, tout. Et puis Virginie, elle arrive avec une serviette, elle donne à Kylian, tout ça. Puis Kylian, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Parce qu'il la connaît. Oui, bien sûr. Voilà. Qui ne connaît pas Virginie. Elle lui dit, je suis là pour Kirtop, pour Patrick, quoi. Et il me dit, attends, mais... Il pensait que j'étais bien derrière. Le vieux, il est pas là. Le vieux, il est loin. On l'a posé. Et c'est vrai que ça me perturbe un peu. Et puis après, toi, tu vois Kylian, c'est un mec quand même hyper... il me dit, mais s'il arrive bientôt, moi je vais avec toi à son arrivée. Et on est là partis, les deux, avec Virginie puis Kylian, pour m'accueillir sur la ligne d'arrivée, quoi. Toi, donc c'est quand même un moment fabuleux, quoi. Et moi, je réussis ma plus grosse perf, là. Mais de toutes les courses, quoi. Ouais. Toi, après, c'est vrai que performance pure, tu parles. Oui, je te parle de performance. Après, bien sûr, il y a des victoires. J'ai eu des victoires sur les ultras. Mais cette course-là, pour moi, c'est la course. C'est ma course à moi, quoi. C'est la course de référence que j'ai. Tu vois, ce jour-là, je volais. Toi, je pouvais pas faire mieux que ce que je pouvais faire là, quoi. Donc, pour moi, c'est un souvenir. Mais encore une fois, tu tombes et tu te casses quelque chose, quoi. Mais toi, t'es incroyable, quoi. Ah oui, là, j'ai pris un sacré vol. Ils se sont trompés, hein, le joueur. Alors ça, c'est pour les plus anciens, les plus jeunes auront du mal, mais c'est toi qui aurais pu faire Pierre Richard dans le film. J'ai eu beaucoup de... j'ai plus le titre qui me revient comme ça, mais... La chaussure noire? Non, l'homme à la chaussure noire? Non, quelque chose. Bon, c'est pas grave, mais voilà. J'ai un petit doute. À la chaussure. Ah, mais c'est pas grave. Mais enfin, il t'arrive toujours des trucs. C'est un peu ça. Hein. Je suis un peu chat noir, un peu comme dit Virginie. Un petit peu chat noir. Mais bon, je fais des conneries. Puis après, c'est vrai que maintenant, j'en parlais avec Antoine, que j'ai vu il y a pas longtemps là. C'est vrai que quand on arrive à déjà un peu, enfin, je vais pas dire que c'est un âge avancé, mais toi, tu vois un peu moins bien. Il y a des petites choses quand même. Toi, donc il faut t'étirer mieux. Il faut garder un peu de souplesse, machin. Voilà, donc tout ça fait que malgré tout, on chute plus à 60 ans qu'à 20 ans. Ouais, c'est sûr. C'est clair et net. Mais bon, tu restes, tu sais, moi j'étais toujours appelé le meilleur ultramaster au monde. Tu commences à avoir des poursuivants, hein, des gars qui ont passé la cinquantaine, hein, des Antoine Guyon qui sont encore très très forts, des Cédric Chavet, des Ludo Pommeret qui va pas tarder à passer de l'autre côté des 50. Enfin voilà, tu commences à avoir du monde. Mais moi, vous le savez, je suis hyper admiratif de vous tous là. Quand je dis vous êtes les meilleurs ultramasters au monde, c'est pas rien, c'est chapeau, parce que tu continues à chaque fois quand tu vas sur les courses, t'es là pour aller gagner au scratch ou être dans les premiers au scratch et pas en premier de catégorie. C'est pas ce qui t'intéresse le plus. Et ça, moi, j'ai un éternel respect pour vous tous là. Et t'es mon premier meilleur ultramaster au monde, quoi. Ça, c'est juste génial. Et je vais te remercier une nouvelle fois. En te parlant d'anecdotes, je vais t'en dire une, tu m'en diras une, je t'en redirai une derrière. Mais la première où je te remercie vraiment, pour ma carrière, on pense que c'est toujours facile pour moi d'être au micro, de pouvoir expliquer tout. Mais Canal+ me fait confiance et me fait venir à la Transmartinique. Et c'est quand même il y a 10 ans maintenant. Hein. Et à l'époque, ça n'avait pas l'aura que ça a maintenant. Et bien sûr que déjà en 2010, 2011, 2012, j'avais une énorme connaissance. Mais j'étais pas forcément connu par le monde des médias. Et on me demande de venir à la Transmartinique pour apporter les anecdotes,
pour à la télé dire qui vous êtes, vous reconnaître aussi, parce que de l'hélico, les images d'hélico, moi j'ai la chance de vous reconnaître, et j'annonce quelques minutes avant ce fait terrible, je dis, vous savez pourquoi je l'ai appelé itinéraire bis, pourquoi il se perd tout le temps, c'est comme ça, il y a un moment dans la course, Patrick a tendance à s'endormir, à disjoncter, à à regarder la nature, à ne plus être dans sa course, et vous verrez, il va se perdre. Et au moment où je dis ça à l'antenne, tu me crédibilises, parce qu'on t'a à l'antenne comme ça, c'est filmé. Ah, mais je me souviens et tu te perds. Et Antoine Guillot qui arrive derrière et qui te tape dans l'épaule pour te dire, c'est pas par là, c'est là. Ouais. Et là, tout le monde. Et moi, j'ai dans les oreillettes le producteur et qui me dit, Ludo, comment tu savais? Enfin, voilà, et tout. Merci parce que tu as montré que je racontais pas que des conneries, quoi, tu vois, et que j'apportais. Et ça restera toute ma vie. C'est un grand moment. Ouais, mais après, tu vois, il y a plein de choses. Je rebondis sur ce que tu dis là, parce qu'en fait, itinéraire bis, c'est né de la 6666. Ouais. Et en fait, en fin de course, je le raconte un peu dans mon bouquin, mais je suis dans les rues de Vaillant et je suis à 1 kilomètre de l'arrivée. Et en fait, je pense à Antoine en me disant, voilà, parce que je déteste moi traverser les villes, quand il y a du balisage, il faut le suivre, toi et machin. Comme dans Chamonix, c'est pareil. Bon, c'est ma grosse hantise. Mon hantise sur l'UTMB, c'est de me perdre dans Chamonix puis de pas arriver. Et tout le monde me dit, mais t'es débile. Impossible. T'es débile. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Et ben pourtant, à Vaillant, j'avais une peur de me perdre. Et en fait, je me suis guidé à ta voix. Je sais pas si c'était déjà fait. Oui, tu m'avais dit. Et en fait, je t'entendais au micro et je me dis, bon, il est là. Et puis en fait, plutôt que suivre le balisage qui allait me paumer en fait à tous les coups, je suis sorti de la ville avec ta voix. Et bon, malgré tout, je me suis quand même un peu paumé juste à l'arrivée. Et c'est toi encore, avec ta voix, qui m'a dit, hé, Kirtak, viens par là. Et en fait, j'allais passer. Oui, mais j'allais arriver à l'envers. Ouais, j'allais arriver à l'envers sur le. Enfin, bon, bref. Ouais. Mais ça m'a marqué, en fait, parce que je me dis, Ludo, c'est la voix, en fait. Et depuis ce temps-là, en fait, dès que je pense à toi, il y a la voix qui vient en premier, toi. C'est drôle, hein. Et ça fait partie du ouais. Puis ouais, c'est toi, quoi. Et puis la deuxième chose, quand je pense à toi, c'est sur la GTJ 200. La course que tu organisais, ouais. Grande traversée du Jura, ouais. 200 km en skating, ou en classique, ou un petit peu en courant. Ouais. Parce qu'en fait, la GTJ 200, tu vois, bon, c'est vrai que moi, comme Xavier Thévenard, comme quelques Jurassiens, en fait, la GTJ, pour nous, c'est un truc de fou, quoi. C'est une traversée qui existe depuis longtemps, depuis 1978, qui a été créée avec les zones nordiques. Et en fait, c'est les zones nordiques qui sont mis bout à bout pour tracer une seule trace qui fait 185 km. Et tout ça, ça nous parle. Et donc, avec Xavier, on s'est amusé à faire ça plusieurs fois, tu vois. Moi, je l'ai fait 10, 15 fois, tu vois. Mais comme ça, juste pour le fun. Des fois, une fois, j'ai été acheter une voiture dans l'Ain, depuis la maison, là. J'ai pris mes skis et j'ai été chercher une voiture. 185 bornes. Xavier, lui, il est venu acheter une Morteau ou je sais plus quoi. C'était quoi? Il était venu chercher acheter des saucisses. Oui, c'est ça, un truc comme ça. Ou autre chose, je sais plus. Et donc, il est venu chercher là, jusqu'au Mémesi. Et puis, il est reparti de l'autre côté. Enfin, bref. Et donc, cette GTJ, moi, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse une course là-dessus, parce qu'il existait un challenge où on faisait, toi, des records, toi, de vitesse. C'était autre chose. Et on voulait marquer le coup en faisant une course, et on l'a créé. Et en fait, quand je t'ai demandé de venir et que tu m'as dit oui, je me dis, on peut pas. S'il y a Ludo sur ce truc-là, ça va marcher, quoi. C'est obligatoire. Il va fédérer un peu tout ça. Et en fait, et je me souviens, j'ai une image en fait de la GTJ 200. C'est la première édition. On est à côté du parking du Mémesi. On n'est pas très loin de l'auberge. À 500 mètres d'ici. À 500 mètres d'ici. En fait, on avait prévu un spectacle de chevaux comptoirs, tout, et c'était une catastrophe. Il y avait un vent terrible. Il y avait des giboulées de mars, tout. On était en mars, première semaine de mars, tout. Et en fait, tout ça, ça s'était annulé. Et toi, en fait, t'as pris les choses en main.
Et là, le vendredi après-midi, on organisait le prologue, donc avant le départ du lendemain, tout à 4h du matin. Et en fait, je me suis dit, bah là, ouais, de toute façon, avec Ludo, il peut rien nous arriver, quoi. Ouais, merci. Et en fait, tu avais lancé la course et c'était génial, quoi. C'était un souvenir exceptionnel, quoi. Et le matin, je me souviens que ce vendredi, le matin, on avait reçu, à 11h, Virginie, elle va relever le courrier, et on a reçu l'autorisation de lancer la course par la préfecture à 11h ce vendredi, pour l'après-midi. La difficulté d'être organisateur. J'allais le dire, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tu bosses pendant un an pour mettre essayer de monter des trucs qui sont assez complexes, mais tu t'aperçois que derrière, t'es pas très aidé, quand même. Merci pour ces compliments, et moi, je vais te dire que, avant de clore ce potin, dans mon parcours personnel, j'ai arrêté l'école en 3e et je me suis construit tout seul, et j'ai toujours été considéré comme un mauvais élève, et du coup j'avais des lacunes à l'écriture. Il y avait plein de choses qui font que les profs m'ont rabaissé, et j'ai toujours gardé ça en moi. Et un jour tu m'as appelé, tu m'as dit: Ludo, je vais écrire un livre, je voudrais que tu fasses la préface. Moi, le cancre, je devais écrire la première page de ton livre. Mais tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait. Que quelqu'un me fasse confiance. Mais en tout cas, elle est magnifique, la préface. Ouais, mais Ouais. Et de pouvoir écrire pour un bouquin. Jamais personne m'avait dit ça. Jamais personne m'avait fait confiance comme ça, quoi. Comme toi, comme Virginie. Ouais, mais Et tu sais que tu comptes pour nous. Hein. ouais, mais vous comptez pour moi. Ouais. Et je t'en remercie, parce que ça peut paraître tout con. Peut-être les gens, ils écrivent des livres entiers, mais moi, cette préface-là, elle m'a fait beaucoup de soucis. Et je me suis dit, mais Ludo, reste qui tu es et écris ce que tu ressens, en fait. Mais merci pour ça. Ouais, mais en tout cas, merci à toi aussi, parce que là, c'est un beau cadeau que tu m'as fait. Non, c'est toi qui m'as fait un beau cadeau. Alors. Et je finirai sur... c'est toi qui vas finir ce potin. Ouais. Qu'est-ce qui fait courir Patrick Bohard? Après, qu'est-ce qui me fait courir? Après, c'est ma vie, en fait. J'ai toujours couru, et en fait, je sais pas, c'est un besoin, en fait. C'est juste un besoin, tu vois. Ce matin, voilà, j'ai pris un plaisir fou à aller courir 1 heure, tu vois, avec mon chien. Je crois que c'est aussi simple que ça, toi. J'ai besoin de ce contact de la nature. Je cherche pas plus loin, en fait, toi. Moi, j'ai plus d'envie de performer, toi. Je me fais plaisir. J'ai l'impression aussi d'accompagner un peu Manon, toi. C'est des trucs simples. La transmission. Ouais, juste. Et puis, je sais que dans 10 ans, je courrai encore. Hein. Moi, j'ai pas de deadline. C'est magnifique. Il y a pas de souci avec ça. Ouais. Merci, mon Kirtap. Ouais, merci, mon Ludo. On t'aime. Moi aussi, je vous aime. Merci d'avoir écouté Les Potins de Trail présentés par Ludo Collet, à nos partenaires Vertical Sea et l'école de trail pour leur confiance, à Mathieu Fourrichon pour la réalisation du logo, à Aurélien et Sandy Collet pour la partie technique, à Livio Boulanger pour le mix de ces épisodes, et à notre nouveau diffuseur Radio Mont Blanc, et à tous les intervenants de la saison 1. À très vite pour de nouveaux potins.